bonne journée sur RCJ. RCJ. L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. C'est un scandale hollywoodien qui, de réplique en réplique, a abouti à une guerre ouverte entre deux journaux de gauche français, décidément irréconciliables. L'affaire Weinstein a déclenché le torrent Balance ton porc et moi aussi, faisant émerger une affaire Ramadan, puis une affaire Charlie, l'apparition d'une une hilarante, faisant d'un Ramadan turgescent le sixième pilier de l'islam, ayant déclenché une salve d'insultes et de menaces numériques. Et nous en sommes aujourd'hui à une affaire Mediapart, Charlie Hebdo ayant dans sa une suivante accusé Edoui Plenel de complicité passive avec l'ancienne idole des jeunes musulmans, ce qui a déclenché des réactions outragées de l'intéressé et de son équipe. Alors que la multiplication de témoignages accablants dessine le portrait non pas d'un dragueur mais d'un véritable prédateur violent et pervers, on a du mal à accorder à Ramadan le bénéfice de la présomption d'innocence. Ses partisans bien sûr évoquent un complot sioniste et menacent les accusatrices, mais la sombre personnalité de frère Tariq a fait voler en éclats l'impératif de la solidarité automatique entre musulmans. Nous, féministes, antiracistes et musulmanes, nous choisissons de croire la parole des femmes, affirment les signataires d'une tribune. Il faut en finir avec cette solidarité négative qui lierait tous les musulmans entre eux dès lors que l'un d'eux fait un faux pas. Ce sera évidemment à la justice de trancher sur le cas Tariq Ramadan, mais au bout du compte, la chute de cette icône et ex-idole donc des jeunes musulmans radicaux fera peut-être plus pour enrayer l'islamisme que vos brillantes et profondes réflexions, Alain Finkielkraut. Mais vous revenez des États-Unis où tout a commencé et où en fait tout continue, des têtes ne cessent de tomber, comme celle de Kevin Spacey, exfiltré d'un film déjà monté comme à la grande époque de l'Union soviétique. À Los Angeles, le procureur a créé une cellule de crise spéciale pour traiter les cas de harcèlement sexuel. Les milieux de l'art sont priés aussi de s'y mettre. Alors vous avez eu la chance, Alain Finkielkraut, de parler avec Philippe Roth. Qu'est-ce que l'auteur de La Tâche pense de tout cela ? Alors, n'ayant pas vu Philippe Roth depuis la célébration de son 80e anniversaire, il y a 4 ans, je commençais à trouver le temps long. J'ai donc pris mon courage à 2 mains, je lui ai téléphoné, il était disponible, j'ai sauté dans un avion, et il m'est apparu à la fois serein, car après 31 livres et quelques chefs-d'œuvre, il a le sentiment du devoir accompli, et mélancolique, car si le travail de l'œuvre est un combat exténuant, le désœuvrement n'est pas très facile à vivre, ni sans doute le sentiment que le temps vous est compté. Mais peut-être ces impressions sont-elles des projections ? Je me suis bien gardé d'extorquer des confidences à Philippe Roth. Nous avons parlé de choses et d'autres, et surtout du tsunami, comme dit le New York Times, déclenché par l'affaire Weinstein. Juste une précision, c'est que Philippe Roth a annoncé il y a 4 ans, je crois, qu'il a arrêté, qu'il cessait d'écrire. Voilà. Donc son désœuvrement n'est pas... Non, son désœuvrement est choisi en quelque sorte. C'est une décision, voilà. C'est un choix qu'il a rendu public, oui. Comme si effectivement il s'agissait d'une vocation. Et voilà. C'est vrai, c'est une vocation. Donc, en effet, mais nous n'avons pas vraiment parlé de cela. Nous avons évoqué le tsunami, comme dit le New York Times, déclenché par l'affaire Weinstein. Nous avons évoqué notamment le cas de Dustin Hoffman, qui se serait rendu coupable de misconduct il y a une centaine d'années, et celui de Léon Wieseltier, journaliste et essayiste célèbre, que des femmes travaillant avec lui accusent non d'agression, mais d'obsession sexuelle. Il avait dit à l'une de ses femmes que sa robe n'était pas assez serrée. Il avait laissé une note sur le bureau d'une autre pour la féliciter de la mini-jupe qu'elle portait ce jour-là. Et last but not least, il aurait forcé une troisième à regarder avec lui la photographie de la sculpture d'une femme nue et il lui aurait demandé alors si elle avait déjà vu une image aussi érotique. Léon Wieseltier s'apprêtait à lancer une revue intellectuelle très ambitieuse, Ideas. Mais confrontée à cette avalanche de révélations MeToo, la veuve de Steve Jobs, qui finançait le projet, a tout arrêté. Et l'auteur de Kaddish a rejoint En Enfer,
Harvey Weinstein, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, le comédien Louis C.K., convaincu d'exhibitionnisme, et aussi Elie Wiesel. Car la nouvelle Inquisition ne laisse pas même les morts en paix. Philippe Roth n'était pas au courant de ce dernier scandale. Je lui ai dit ce que je savais et que j'avais appris la veille de notre deuxième rencontre. Il a aussitôt allumé la tablette dont il ne peut plus se passer. Il a tapé le nom du grand défunt déchu et il est tombé sur un article qu'il m'a lu et que nous avons commenté ensemble. Woman claims Elie Wiesel sexually assaulted her. Quand j'avais 19 ans... Excusez-moi, il faut traduire. Là. Bon, voilà, Une femme affirme... Non, une femme affirme qu'Elie Wiesel l'a agressée sexuellement. La traduction est faite. Merci. Je continue. Quand j'avais 19 ans, écrit Jenny Lissman, Elie Wiesel grabbed my ass. Elie Wiesel m'a mis la main au cul. Et là, fasten your seatbelts, c'est nuit et brouillard. Il m'a pris pour une jeune fille ultra-orthodoxe mineure. Il a donc choisi de molester une personne sans défense et qui ne risquait pas de se plaindre. C'était en 1989, lors d'une fête de charité. Un photographe prenait une photo de famille. The Holocaust Survivor a d'abord mis la main sur l'épaule de Jenny Lissman. Puis, il a descendu cette main baladeuse jusqu'à son dos. Et au moment même où le photographe took the picture, il a atteint la fesse. Et il l'a pressé. Il squeezed it. Puis, son forfait accompli, il s'est enfui et il a disparu. Jenny Lissman dresse ensuite la liste des after effects de ce geste fatal et des questions éthiques qu'il a fait naître en elle. Elle évoque sa dépression suicidaire et des crises de panique qui ont duré 18 ans. Et ce sont tous ces repères qui se sont effondrés. La bad behavior d'un homme considéré comme un saint laïque lui a fait perdre confiance en l'humanité. Elle n'est pas devenue antisémite ? Non. Pourquoi part-elle aujourd'hui ? Parce qu'elle n'en pouvait plus de protéger le monde de quelque chose de mauvais et de laid. Something evil and ugly. Evil and ugly. Le fardeau de ce secret était trop lourd à porter. Et elle utilise les mots mêmes d'Elie Wiesel quand il prenait le monde à témoin de l'horreur à laquelle il avait survécu. Écoutez-nous avec toute votre énergie. Ce n'est donc pas son porc que Jenny Lissman balance après un si long et si douloureux silence, c'est son bourreau. Donc, voilà, un soir de novembre 2017, dans un appartement de l'Upper West Side à Manhattan, Philippe Roth et moi, nous avons pris acte médusé de cet événement capital, la shoahisation de la main au cul. Médusé, mais pas complètement pris au dépourvu. Alors, oui, il faudrait quand même que je vous fasse une objection à un moment, mais allez-y. En 1989, je venais de faire la connaissance de Philippe Roth et j'avais réalisé avec lui à Londres un entretien pour le Nouvel Observateur. Je lui ai notamment demandé quelle avait été la réception en Amérique de Ma vie d'homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Oui, je me rappelle ce livre. C'est un roman que j'adorais. Il m'a répondu que ce livre lui avait valu sa réputation de misogyne et qu'il s'était très mal vendu. Car en 1974, le monde avait découvert que les femmes sont bonnes et seulement bonnes, persécutées et seulement persécutées, et que lui, il avait dépeint une femme persécutrice et que cela gâchait tout. En 2017, aux yeux de certaines féministes exaltées et des médias qui leur emboîtent le pas, les femmes sont plus que jamais des victimes. Elles sont même sur le point de monter sur le trône de la victime absolue. Oui, c'est tout à fait la religion de la victime. C'est certes ce qu'on est en train de vivre. Le problème, c'est qu'il y a malgré tout dans toutes ces victimes, si vous voulez, par association, procuration, et dans, je veux dire, il y a des témoignages, pardonnez-moi, assez ridicules comme celui que vous avez livré, l'article de Laura Adler dans le que vous citez dans le Figaro. Quand même, je veux dire, nous les femmes, quand cesserons-nous d'être violentées, opprimées. Bon, il y a beaucoup de pathos, mais malgré tout là-dedans, moi je me demande, parce qu'il y a beaucoup de témoignages aussi,
si vous voulez, réels. Et est-ce que ces comportements, je ne parle pas de drague lourde, je parle vraiment d'agression, seraient plus répandus que ce que nous pensons, vous et moi, Alain Finkielkraut? Écoutez, il y a beaucoup de témoignages qui sont quand même accablants, il faut le oui. dire. Et il faut dire que nous ne rions pas, nous rions de la bêtise et du pathos, nous ne rions pas de ces témoignages réels, nous ne rions pas des femmes qui se font violer, bien sûr. Vous avez raison, vous avez raison. Mais je termine quand même voilà, avec Elie Wiesel. Dire de lui qu'il a fait subir le mal après l'avoir subi lui-même, c'est impliquer qu'il y a deux crimes suprêmes, deux crimes imprescriptibles, le génocide et le harcèlement sexuel, lui-même défini comme tout ce qu'il y a d'un peu hirsute, d'un peu sauvage, d'un peu énergumène dans les rapports entre les hommes et les femmes. Interrogé par le journal Le Monde, à l'occasion de l'Oscar qui lui a été décerné, l'Oscar d'honneur qui lui a été décerné à Los Angeles, Agnès Varda s'est demandé où sont dans le jeu de la séduction les limites qui n'offensent pas les femmes. Et elle a eu ce mot qui sert de titre à l'article, l'humiliation est toujours du côté des femmes. Alors vous avez raison, il y a tous ces témoignages. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui... L'humiliation est toujours du côté des femmes, voilà. C'est une phrase extraordinaire. Une phrase extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas dans les rapports sexués d'hommes bafoués, d'hommes humiliés, d'hommes jetés, d'hommes pourchassés, d'hommes tournés en bourrique et réduits au désespoir. Calomniés, parce que il faut aussi dire que ce qui nous a fait... Il faut aussi dire que dans beaucoup de divorces, on accuse aussi les hommes de beaucoup de choses absolument dégoûtantes. Voilà. Donc on ne peut pas prendre toute accusation pour et aussi, il n'y aurait pas de femmes dominatrices, de femmes machiavéliques, de femmes féroces et même forcenées. L'ange bleu et Lady Macbeth seraient, comme la Maureen de Philippe Roth, de purs fantasmes misogynes. Donc, oui, je persiste, la bêtise progresse à pas de géant et elle censurera bientôt tout ce qui, dans la culture, proteste contre son manichéisme. D'ores et déjà, elle s'attaque à la langue. Vous l'avez peut-être vu, Elisabeth, 314 professeurs du primaire, du secondaire et du supérieur ont signé un manifeste où ils annonçaient courageusement qu'ils cessaient d'enseigner la règle résumée par cette phrase connue de tout un chacun, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors que l'apprentissage des données fondamentales de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe est négligé depuis des décennies au profit d'une participation orale vénérée au nom de la spontanéité, et que, comme l'écrit Anne-Sophie Nogaret, que vous publiez dans Causeur, les élèves de terminale écrivent maintenant les arbres, A-R-B-R-E-N-T, où ils mangent, M-A-N-G-E-S, ces maîtres s'engagent à faire dire à tous les jeunes, les hommes et les femmes sont belles. Car ils veulent remonter aux causes du sexisme qui empoisonne nos sociétés. Alors vous avez interrogé le ministre à ce sujet dans Réplique. Oui, alors lui, il veut résister à cela. Dans Réplique d'hier, pardonnez-moi, je précise que Jean-Michel Blanquer était votre invité hier. Avec Augustin Dumière. Voilà. Et il veut résister à cela, il veut combattre l'écriture inclusive. L'Académie française aussi a pris parti de manière très radicale en dénonçant le péril mortel que l'écriture inclusive faisait peser sur la langue. Et d'ailleurs, pour cela, elle est attaquée de toutes parts. J'ai lu un article dans l'Observateur où il était demandé de prendre d'assaut, en quelque sorte, le Quai Conti. Mais j'en reviens à l'apprentissage. Selon les termes d'Hélène Cixous, la première mesure de leur stratégie de pouvoir, c'est comme pour toutes les dictatures, une prise de contrôle de la langue. Sous sa terreur discrète, nous sommes précolonisés et nous ne le savons pas. Maintenant, elles savent. Et au nom du plus jamais ça étant indifféremment Weinstein, Wieseltier, Wiesel, Polanski et tous les prédateurs sexuels qui leur ont, premièrement,
manquer de respect verbalement. Deuxièmement, tenter des tripotages, comme l'écrit dans son second tweet, que vous citez vous-même, Elisabeth Lévy, Sandra Muller, l'autrice. L'auteur, je pense. Mais on dit l'autrice maintenant. Ah bon, on n'arrête pas le progrès. Hein. L'autrice du hashtag Balance ton porc, les élèves apprendront donc une langue libérée de la loi phallique. Et peu importe l'état de cette langue, peu importe la raréfaction du vocabulaire, l'effondrement de la syntaxe, la méconnaissance des règles orthographiques les plus élémentaires, le masculin aura perdu sa prérogative, c'est tout ce qui compte. Alors, moi, il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est qu'on n'éclate pas d'un grand éclat de rire collectif, si vous voulez, de ces billes. Permettez-moi de revenir une seconde tout de même sur Philippe Roth, parce que ce qui m'a frappé dans la dernière salve, maintenant, c'est que ressortent des choses qui datent d'il y a 30 ans. D'ailleurs, c'est au nom de ça, de ces souvenirs qui reviennent après si longtemps que l'on demande l'allongement des délais de prescription, parce que 20 ans après la majorité, c'est pas assez. Et que ça pourrait revenir au bout de 40 ans, 50 ans, etc. Est-ce que, dans le fond, les hommes, est-ce que vous, pardonnez-moi, est-ce que vous avez peur de vous voir tomber dessus, un ancien flirt, je veux dire, quelqu'un... Oh, je suis tellement gentil, moi, que ça peut pas m'arriver. Mais non, c'est pas vrai, vous avez bien dû quitter des femmes, même gentilles, même gentiment. Philippe Roth m'a dit lui-même, et je ne crois pas trahir un secret, qu'il ne voulait pas intervenir aujourd'hui devant ce phénomène absolument stupéfiant, parce que c'est pas son style, c'est pas sa manière de faire et d'être, mais qu'en effet, il n'est peut-être pas à l'abri d'une accusation, et que si cela devait arriver, alors en effet, il interviendrait dans le débat. Donc effectivement, on peut toujours se poser la question. Moi j'ai vu des hommes, surtout et n'importe qui. J'ai vu des hommes se demander, des garçons très gentils se demander, un peu repentants, mais moi je fais mon examen de conscience. Voilà. Ça c'est quand même très inquiétant. Dernière question là-dessus qui va nous faire une transition. Est-ce que, si vous voulez, Philippe Muret écrit en 91 dans son journal, il écrivait sur le sexual harassment, en disant, oh là là, c'est vraiment encore une invention américaine qui va arriver chez nous. Mais là, il me semble que l'arrivage l'importation se fait en temps réel, pardon. Oui, absolument. Oui, bien entendu, c'est en temps réel. Et le New York Times parle de tsunami, la France étant un pays politique, Edoui Plenel s'enchante de la révolution déclenchée par l'affaire Weinstein. Une nouvelle fois, le directeur de Mediapart s'égare. La révolution féministe, il faut le dire et le répéter, a déjà eu lieu. Les femmes dans le monde occidental sont plus libres qu'elles ne l'ont jamais été. Les cas de violence que vous me citiez tout à l'heure, Elisabeth Lévy, doivent être pris au sérieux, mais ils ne doivent pas dissimuler la réalité des conquêtes des femmes. Leur corps leur appartient, leur vie leur appartient, la rue leur appartient, la procréation sans homme, la procréation sans homme, je recommence, est en passe de devenir un droit de la femme. Et de même qu'en Catalogne, comme l'écrit Antonio Monez Molina, la réalité de l'autonomie et de la prospérité a été utilisée pour répandre le fantasme de l'oppression et de la spoliation, de même, les néo-féministes s'acharnent-elles aujourd'hui à convertir la souveraineté des femmes en macartisme victimaire. Et ça, en effet, sur les deux rives de l'Atlantique et simultanément. Oui, mais cela dit, je répète, parce que il y a quand même, moi j'ai été quand même frappée par le fait que pour un certain nombre de femmes qui se font enquiquiner sur leur lieu de travail, quand vous êtes caissière et que vous avez votre chef de rayon qui vous tourne autour, vous n'avez pas les mêmes moyens de répondre que quand vous êtes Emma de Cône, disons. Et je me suis demandé, en fait j'ai pas la réponse, mais je vous le livre, si nous n'avions pas, vous avez raison, la révolution féministe a eu lieu, mais visiblement tout le monde n'est pas au courant quand même. Tout le monde n'est pas au courant, mais je vous citerai très brièvement une anecdote. Allez. Une danseuse de l'Opéra de Lyon a été remerciée au retour d'un congé de maternité. Le directeur de ballet a invoqué des raisons artistiques. Elle était âgée de 36 ans, elle ne lui paraissait pas assez performante, elle n'a pas accepté cette décision, elle a donc enregistré le directeur à son insu. Les conversations révèlent un homme au ton
paternaliste, utilisant des formules brutales. Lorsque, par exemple, il lui conseille d'abandonner sa tournée pour aller faire de la gym, l'a donc assigné en justice, et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 6 mois de prison avec sursis, et 5 000 € d'amende pour discrimination et harcèlement. Voilà. Donc, oui, non, mais vous avez raison. Et vous avez raison que c'est devant cette espèce d'épanouissement de triomphe victimaire que plus personne n'ose moufter. On n'a pas le droit. Alors, donc, vous avez eu le courage de le faire, y compris dans Causeur. Venons-en maintenant à l'affaire Ramadan-Plenel. Donc, on a quand même, au sujet de Tariq Ramadan, il me semble que là, on a une multiplication de témoignages qui font, cela me gêne de le dire, mais là, on a vraiment du mal à lui accorder le bénéfice de la présomption d'innocence. Je ne peux pas me rendre sourde à ce que j'entends. On ne peut pas, vous avez raison. Et en même temps, il faudra entendre ce témoignage. La règle du contradictoire doit jouer. Mais l'un des objectifs de la campagne Balance ton porc était de noyer le poisson de l'islam. Et ça marchait comme sur des roulettes. Les vedettes du showbiz tombaient comme des mouches. La moitié du gouvernement anglais était acculé à la démission. Des affichettes dénonçant le sexisme étaient placardées dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Celles et ceux qui dénonçaient le racisme et l'islamophobie des réactions outragées aux événements de Cologne pouvaient se frotter les mains. Le sexisme était rapatrié là où il était moribond et laissé tranquille là où il sévissait avec force. Et puis, badaboum, tous des règles. On veut noyer le poisson de l'islam et on se retrouve à pêcher un très gros poisson islamiste qu'on ne peut pas rejeter à la mer. Car vous l'avez dit vous-même, Ramadan n'est pas simplement accusé de harcèlement, mais de viol et de coups et blessures. C'est du lourd. Et il est accusé en justice. C'est-à-dire qu'il n'est pas accusé que sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Absolument. Et si les faits sont avérés, eh bien, Tariq Ramadan se révèle comme un faux dévot très aggravé, un Tartuffe puissance 1000. Alors, Edoui Plenel, parlons d'Edoui Plenel aussi, parce que la couverture de Charlie Hebdo qui le montre en train de se boucher les oreilles, de s'aveugler et de se fermer la bouche avec sa moustache. Les 3 petits singes, donc. Voilà, je dois dire qu'elle m'a fait rire. Oui. Même si, en effet, on ne peut pas reprocher à Edoui Plenel de ne pas avoir parlé des violences commises par Tariq Ramadan, car il n'avait pas raison de le savoir. Mais il a été. Mais ça vaut pour le reste. Elle vaut pour la complicité idéologique. Voilà, disons. parce qu'il a été en effet un compagnon de route, sourd et aveugle de l'islamisme. Et quelques jours après l'attentat visant Charlie Hebdo, il a partagé la tribune avec Tariq Ramadan dans un meeting où ils dénonçaient tous deux l'islamophobie qui se répandait en France. Ah ben, et vous, disons l'islamophobie en général, et vous en particulier. Bah oui, je tiens à le dire. Ah bon, voilà. Mais moi je l'avais oublié. Et je l'ai entendu, Edoui Plenel, déclarer que dans ses 2 livres de dialogue avec Tariq Ramadan, Edgar Morin se montrait impitoyable. Je ne savais pas que dans certaines occurrences, impitoyable pouvait être un synonyme d'obséquieux. J'en apprends décidément tous les jours. J'ajoute qu'Edoui Plenel a publié dans la revue de Mediapart Le Crieur un article sur et contre Elisabeth Badinter. Un article absolument effrayant. Il est de lui ? Non, mais il l'a publié, il l'a fait paraître. Son titre dit tout, Elisabeth Badinter, derrière l'image, la voix d'un féminisme blanc et puissant. C'est le même langage, exactement, que celui des indigènes de la République. Mais Amélie Cantel, l'autrice de l'article, cite quelques extraits de Fausse route, livre qu'Elisabeth Badinter a écrit au début de ce siècle pour dénoncer les dérives inquiétantes du néo-féminisme.
elle se désole de l'extension du concept de violence aux agressions verbales et aux pressions psychologiques dans les résultats de l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes commandée par le gouvernement en 2001. Ça, c'est Elisabeth Badinter. Oui, et voilà. Elisabeth Badinter rappelle que la jante masculine peut elle-même être victime d'abus. On ignore systématiquement, je cite, « la violence et le pouvoir des femmes. Ainsi trace-t-on en creux le portrait d'une humanité coupée en deux, d'un côté les victimes de l'oppression masculine, de l'autre des bourreaux tout-puissants. » Ces citations sont censées accabler Elisabeth Badinter. C'est tout le contraire. Elles montrent sa clairvoyance, elles jettent la lumière sur notre présent, elles sont une critique anticipée de la période dévastatrice que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est pour cela, et vous l'aviez, je crois qu'on en a déjà parlé ici, Edoui Plenel, si vous voulez, est vraiment... C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas l'attaquer sur les viols. Enfin, sur. Oui. Quand on dit on ne savait pas, honnêtement, on sait toujours pas. On attend le procès pour savoir, et personne n'en a parlé publiquement en tous les cas. C'est vrai. Donc, en revanche, quand il écrit pour les musulmans, c'est ce livre qui commence en disant qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'Alain Finkielkraut dit qu'il y a un problème de l'islam. Et quand il fait un certain nombre de ses articles, il ne se cache pas. Ils ne se cachent pas d'être de leur côté parce que ce sont les opprimés et qu'il y a le racisme d'État français. Donc, et ils ne se cachent pas non plus, et je rappelle aussi cette analogie permanente avec les années 30, les nouveaux juifs, ce sont les musulmans. Les nouveaux juifs, ce sont les musulmans. Donc il faut défendre les musulmans, comme hier, Zola défendait le capitaine Dreyfus. Alors nous sommes à la veille, il nous reste une minute ou deux peut-être, nous sommes à la veille du 13 novembre, Alain Finkielkraut. On l'a vu cette fois-ci, malgré tout, il y a eu des menaces insupportables encore contre Charlie Hebdo, et il y a eu quand même des réactions. Il y a eu des réactions politiques, il y a eu beaucoup de solidarité exprimée. Est-ce qu'on avance? Est-ce que 3 ans, bientôt 3 ans après, 2 ans après le Bataclan et 3 ans après le 7 janvier 2015, est-ce que la prise de conscience a avancé? Je pense qu'en tout cas que les propos du Premier ministre tranchent avec ceux, notamment de François Hollande, lorsqu'il était président de la République et qu'il ne voulait pas prononcer le mot d'islamisme. J'ai été très sensible à l'hommage, en effet, qu'Édouard Philippe a tenu à rendre 2 fois, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, à Manuel Valls dans son combat contre l'antisémitisme. Parce que pour célébrer, si j'ose dire, l'anniversaire du 13 novembre, eh bien, des individus ont cru bon d'abîmer, d'endommager la stèle de la tombe d'Ilan Halimi. Et cela a créé quand même une réaction très forte. Et Édouard Philippe a fait les déclarations que je vous cite. Donc je pense en effet que c'est plutôt bon signe. Et puis quelques articles paraissent, disons, ce ne sont plus simplement... Le Monde a découvert la Lune. Le Monde découvert la Lune. Ce ne sont plus simplement les professeurs réunis autour de Georges Bensoussan qui dénoncent le nouvel antisémitisme. La presse, enfin, et même une partie de la presse bien pensante, prend le relais. Et je ne sais pas si nous en avons fini avec le déni. Je crois pas qu'il... Non, il peut y avoir des cycles. Nous avons déjà eu cette impression. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut prendre acte de cette réalité nouvelle. Et je voudrais finir en disant mon admiration pour Rhys, qui continue, qui ne lâche pas, malgré les attaques, malgré les pressions et malgré la vie quand même extrêmement difficile qu'il vit sous protection. Voilà. Rhys, qui est le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, bien sûr, et toute l'équipe de Charlie avec lui. Alors, merci Alain Finkielkraut d'avoir amené le grand Philippe Roth dans ce studio. Il n'aura pas le prix Nobel, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui, je le regrette tous les ans. Oui, mais il ne cessera, en tous les cas, de nous rendre plus intelligents, lui aussi.
comme vous. La semaine prochaine, mauvaise nouvelle, nous serons absents, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'il s'agit de l'appel national à la Tzedaka. Donc à votre bon cœur, chers auditeurs, nous nous retrouverons le 19 novembre. D'ici là, on vous lit dans Causeur, où vous revenez évidemment sur Balance ton port. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info, 2 sites sur lesquels on peut aussi, me semble-t-il, l'écouter en direct. Bonne semaine à tous et on se retrouve le 19.